Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire référence à vos souvenirs d'enfance, aux odeurs et aux goûts de cabane à sucre. Nous allons discuter avec Guillaume Néron de l'authentique cabane à sucre dans Charlevoix. Ensuite, on s'en va en reportage à la FAC, formation d'alphabétisation de Charlevoix, où on va rencontrer Isabelle et Ania qui vont nous présenter Catherine et Laura. Et on termine avec le groupe GAEP. Curieux? Curieux de savoir qu'est-ce que c'est? On va en discuter avec David Bernard. Bienvenue à Ça se passe chez vous. Est-ce que vous ne sentez pas à la maison comme une odeur de sirop qui chauffe, hein? Les érables qui coulent? Nous recevons Guillaume Néron de l'authentique cabane à sucre. Bonjour Guillaume. Bonjour Josette. Hey, je suis contente de te recevoir. Bien, ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Merci de me recevoir, justement. Quand j'ai préparé notre entrevue, écoute, il me revenait plein de souvenirs, puis d'odeurs, puis de goûts, puis je suis allée voir tout ce que vous offrez. Ah, que c'est merveilleux. Guillaume, parle-moi un peu de l'histoire du domaine de Ligorie puis de la cabane, l'authentique cabane, parce qu'un bout de temps, je pense que c'est un domaine qui a été un peu négligé ou à l'abandon. Bien, pendant une certaine période. Mais historiquement, le domaine à Ligorie, là, d'abord, c'est un peu le point d'atterrissage de beaucoup de Simard à travers le Québec. Là. Ah oui, d'accord. La grande famille Simard au Québec vient à la base, à l'origine presque du domaine à Ligorie, là, en fait, là, initialement. Fait que c'est un domaine qui date des années 1750 autour. Puis, bien, il y avait la famille Simard qui l'habitait jusqu'à, éventuellement, là, ils ont dû quitter, suite à des développements là, qu'il y a eu. Là, il y a eu de l'expropriation sur le terrain. Puis par la suite, le domaine a été une première phase d'abandon pendant plusieurs années jusqu'à ce que la municipalité décide de citer le site comme site du patrimoine de Petite-Rivière-Saint-François, puis d'investir, dans le fond, pour que les bâtiments là, puissent prendre une nouvelle vie. Fait qu'il y a eu un musée pendant une période de temps et il y a eu de l'activité en lien avec la cabane à sucre à ce moment-là, là, dans les années 2000. Par la suite, malheureusement, c'est retombé une deuxième fois à l'abandon et en 2016, il y a eu un projet qu'on a déposé suite à une invitation là, aussi d'un agent de développement communautaire sur place. Puis on a développé le projet de la coopérative L'Affluent pour remettre en valeur le site, amener de l'activité, s'assurer de le préserver aussi dans le temps. Donc, maintenant, c'est une coopérative. Absolument. Bon. Donc, ça veut dire que c'est un groupe de personnes intéressées, intéressants, motivées, qui veulent permettre aux gens de renouer avec la tradition. Tantôt, on discutait un peu avant l'entrevue, puis je me disais, avant, les familles, tu sais, tu avais ton oncle qui avait sa cabane à sucre, ou ton cousin, tout ça, mais maintenant, bon, il y en a de moins en moins. Donc, est-ce qu'on peut dire que vous êtes l'authentique, c'est-à-dire plus dans la tradition, dans la manière de faire? Comment ça fonctionne, votre cabane à sucre? Bien, un peu, parce qu'on reste une petite cabane à sucre, c'est quand même 55 places assises. On est loin des cabanes à 200-300 personnes qui accueillent. Fait qu'on reste dans assez intimiste, dans une vraie cabane, vraiment proche de la nature, puis de l'environnement. Puis c'est ça notre objectif. Fait que c'est de rester dans la simplicité, un peu comme dans les souvenirs, justement, des gens qui faisaient ça dans les familles, dans leurs petites cabanes, à l'écart, en forêt. Fait que, nous, c'est cette connexion-là qu'on cherche à offrir finalement à la population charlevoisienne puis aux visiteurs. Puis je pense qu'on y arrive bien avec l'offre qu'on a à l'authentique cabane à sucre. Bon, si là, on est intéressé à aller se renouer, à aller goûter, à aller sentir, passer un bon moment, vous offrez la cabane à sucre, on va y venir avec votre menu qui m'a fait saliver, mais vous offrez aussi, je dirais, une expérience autour de la cabane. Oui, bien oui, c'est ça. Pour l'offre, on a les repas traditionnels. Généralement, là, de vendredi, samedi et dimanche, des fois quelques jeudis, quelques mercredis. On a aussi l'offre avec des musiciens à certains soirs dans la semaine. Donc, j'imagine musique un peu plus traditionnelle? Traditionnelle. On reste dans l'esprit de la cabane, toujours. Puis, on a des activités autour de ça, en fait. Fait que tant qu'il y a de la neige au mois de mars, on a la glissade sur tube, une petite glissade aménagée sur tube que les gens peuvent utiliser. Après ça, on a le parcours ludique, dans le fond, qui est un parcours, dans le fond, d'apprentissage un peu sur toute la sériculture. On voit des images, justement, ici. Donc, c'est un parcours familial que les gens peuvent faire en autonomie sur le site. Puis, évidemment, on a la tablée, dans le fond, le repas, copieux repas. Oui. Copieux, tu dis, écoute, je suis allée voir, puis je me suis dit, mais mon Dieu, si je décide d'y aller, là, je déjeunerai sûrement pas avant si je vais dîner. Donc, vous offrez et des dîners et des soupers?
Oui, on a un brunch, dîner, souper là, selon la période. D'accord. Puis là, j'ai vu que tu avais formule traditionnelle, formule repas-spectacle. Est-ce que votre grand festin existe encore? Donc, pour le moment, on a mis une pause là-dessus. D'accord. On s'est dit qu'on allait concentrer vraiment nos activités sur la forme traditionnelle, le plus proche un peu de ce qu'on sait le mieux le faire puis le mieux offrir. Fait que nous, on a décidé de vraiment recentrer nos activités là-dessus. Fait que cette année, cette saison-ci, c'est toujours la formule traditionnelle. C'est juste que des fois, on l'a en présence de musiciens, puis des fois, sinon, on a de la musique d'agrément. J'ai vu, c'est un petit peu plus dispendieux en présence de musiciens, mais on comprend parce que ça agrémente davantage le repas, puis ça nous rappelle de bons souvenirs. Absolument. Donc, menu très copieux, là. Vous avez plusieurs entrées, menu. En tout cas, j'ai regardé ça, puis je me dis, mon Dieu Seigneur, je me voyais être comblé du tout au tout. Puis, peux-tu nous dire un peu qui sont vos spécialistes des repas, les cuisiniers? Bien, nous, en fait, dans notre équipe de travail, c'est les cuisinières, c'est des gens, les chefs, c'est du monde de Petite-Rivière-Saint-François, vraiment, qui sont dans notre équipe depuis le début, en fait. Fait qu'on travaille notamment avec des employés de l'auberge à Courtepointe, là, qui est à Petite-Rivière. Donc, nous, on a un partenariat là, depuis les tout débuts de la coopérative. On travaille ensemble, c'est toujours un plaisir. Puis dans le menu, dans le fond, on a, comme vous l'avez mentionné, on a un bon service, une bonne tablée. Oui. Au départ, on sert la soupe au pois, on a le pain, les marinades, la rillette au porc à l'érable, en fait, et la salade de choux. Par la suite, on déploie le service avec les saucisses des viandes biologiques de Charlevoix dans le sirop. On a le jambon braisé à l'érable avec les tarteaux, qui est un petit pancake local, en fait, d'inspiration riveraine. Oui, 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 oui. Puis on a l'omelette soufflée, en fait, qui arrive dans une poêlonne de fonte, les patates rissolées. Déposées sur la table. Déposées sur la table. C'est toujours des plats à partager avec le groupe, dans le fond, ou avec la famille. À la bonne franquette, hein? À la bonne franquette, vraiment, on reste comme ça. On dit qu'on est d'inspiration traditionnelle ou tradition revalorisée, dans le sens que c'est un menu traditionnel. On utilise des produits de qualité des producteurs charlevoisiens. Pour nous, c'est vraiment la base, c'est ce qu'on essaie de mettre de l'avant dans le projet de l'Authentique Cabane à Sucre. Donc, là, c'est un blitz. Vous avez commencé votre première fin de semaine, ça a commencé le 4 mars. Exactement. Et vous espérez vous rendre jusqu'à... On va jusqu'au 30 avril, assurément. OK, d'accord. Ouais. Jusqu'à la fin du mois d'avril, c'est là qu'on termine la saison. Même s'il n'y a plus trop de neige, vous allez encore nous offrir... On a des réserves. On a toujours des petites réserves. On a la chance d'avoir la montagne derrière. Hein, fait pour la tire! Il y a toujours de la neige en haut. Parce que j'ai vu que ça se terminait par la tire dehors, là, le repas. Là. Ben oui, évidemment. Il n'y a pas de bon repas de cabane à sucre sans la tire sur la neige à la fin. Là. Ça, c'est essentiel. Bon. Et pour les gens qui aiment moins peut-être se déplacer, qui ont plus de difficultés à se déplacer, qui aiment moins être en groupe, vous offrez vos fameuses boîtes, de l'amour en boîte. Vous avez appelé ça comme ça. Oui, comme on le faisait, là, on a démarré cette initiative-là au départ pendant la pandémie. Oui. C'était pour répondre à un besoin, puis pour être capable d'opérer quand même nos activités dans cette période-là. Mais on a décidé de le maintenir parce que ça répond à un besoin et à une demande. Fait qu'on fait encore des boîtes repas, en fait, que les gens peuvent ramener à la maison, qui sont soit sur commande, sur réception à la cabane directement, ou on a un point de service également à Baie-Saint-Paul avec notre partenaire Les Bonlieuses, où on va finalement porter les boîtes repas tous les mercredis et jeudis sur commande, en fait. Oui, c'est ça. Bien, j'en ai bénéficié pendant la pandémie parce que j'avais un petit blues de cabane à sucre. Puis j'avais trouvé ça super agréable que vous offriez ce service-là. Je trouve ça bien que vous l'ayez conservé. Donc, rappelle-nous un peu les journées, comment on peut vous joindre aussi, parce qu'on ne peut pas arriver à l'improviste, là, hein? Non, c'est ça. C'est essentiel de réserver. Il y en a qui se présentent, malheureusement, souvent on est complet, on ne peut pas les accueillir. Fait que faut réserver à l'avance. On a une billetterie. Il y a plusieurs moyens de nous contacter ou de se procurer les billets pour le repas, soit en ligne via le site internet authentiquecabane.com. Donc, c'est assez simple à retenir, authentiquecabane.com. Sinon, on peut nous appeler au 88 632 5653. Puis, on va être sur place là, pour répondre à toutes les questions puis pouvoir réserver. J'ai le goût de chanter, Guillaume. On y va. Qu'est-ce qu'on chante? Bien, la chanson. C'est quoi la chanson? La chanson de la cabane? La cabane! On y va? On y va. On y va. En caravane, allons à la cabane. Oh, eh, oh. On n'est jamais de trop pour goûter au sirop. Pour goûter au sirop d'érable. Hey, merci, Guillaume. Merci d'avoir embarqué dans mes folies. Écoutez, on va prendre une petite pause. Puis en revenant de la pause, on s'en va voir un super reportage à la FAC, formation d'alphabétisation de Charlevoix. À tout de suite.
Alors aujourd'hui, nous sommes en reportage à la FAC, Formation Alpha Charlevoix, où nous allons tout savoir de A à Z. Suivez-moi. Alors bonjour, aujourd'hui on est à Formation Alpha Charlevoix, ce qu'on appelle communément la FAC, avec Aïna, qui est le coordonnateur du secteur de Charlevoix-Est. Aïna est une merveilleuse personne qui est d'origine malgache, donc par respect pour lui, je ne prononcerai pas son nom de famille parce que je veux qu'il se présente lui-même. C'est correct. Donc moi je m'appelle Aïna Andrea Massinoro et puis comme vous l'avez dit, donc je suis coordinateur pour la fac pour le secteur de Charlevoix-Est. J'ai été recruté en août 2022, donc c'est tout récent mon arrivée ici avec à la fac. Et je suis très heureux de partager cette tâche avec ma collègue Isabelle Perreux qui est quand même déjà assez longtemps, on va dire, quand même. Une longue routière, c'est ça, voilà, en tant que coordinatrice pour le secteur de Charlevoix-Ouest. Aïna, est-ce que tu peux me dire un peu, pour rappeler aux gens, c'est quoi votre mission exactement à la fac? Eh bien, nous, en fait, c'est de lutter contre toute forme d'analphabétisation sur le territoire de Charlevoix. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc, il y a un volet sensibilisation dont on parlera après, oui. Mais il y a aussi un volet vraiment pragmatique, en fait, qui sont les cours que nous offrons, des cours d'alphabétisation, en fait, tout simplement. Il faut dire aussi qu'il y a quand même 58% de la population charlevoisienne qui, voilà, on peut dire qu'à un niveau de littératie, voilà, en dessous de 3, en fait, okay. Donc très moyen. Et ce qu'on fait, donc, c'est d'offrir des cours d'alphabétisation, donc de lecture, d'apprentissage de lecture et d'écriture, divers ateliers aussi d'initiation, en fait, aux nouvelles technologies, notamment les iPads, les ordinateurs portables. Mais ce qui fait vraiment, on va dire, notre particularité, c'est que tout ça se fait dans une approche d'éducation populaire, dans l'écoute, dans l'adaptation, dans la confidentialité des gens. Donc, on a sûrement cheminé, parce qu'à une certaine époque, je me souviens d'avoir été la voix d'une dictée quelconque qui avait été, il y avait un concours à une époque, là. Et c'est pas juste d'apprendre à bien écrire sans faute, mais c'est aussi de bien comprendre qu'est-ce qu'on lit, d'être capable d'en faire un résumé. Par exemple, si je prends quelqu'un qui est en entreprise, qui a des consignes, est-ce que la personne comprend bien? Est-ce qu'elle va bien faire les choses? Il y a différentes échelles de littératie, comme vous le dites. Il y a vraiment la littératie niveau 1, où il y a vraiment la personne qui n'arrive pas à lire ce qu'elle voit devant elle. Il y a le niveau de littératie 2 qui est un peu plus avancé, quelqu'un qui arrive à lire, mais sans plus, on va dire. Et le niveau 3, en fait, qui est quelqu'un qui sait lire, mais qui ne tient pas des textes lents et durs, en fait. Et c'est là que je vous disais que 58% de la population charlevoisienne, en fait, est en dessous de ce niveau 3-là. Donc, il y a vraiment du travail, en tout cas, et on est voilà, présent modestement sur le territoire pour ça. Peut-être que ça peut révéler aussi que certains, au niveau scolaire, les gens finissent à peine leur secondaire 5, donc ils restent dans un niveau assez moyen de compréhension d'un texte, puis de retour aussi. Hein? Ça peut être ça. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut aussi favoriser la formation collégiale. C'est quand même le principal terreau des gains importants en littératie, on va dire. Mais pas que. Encore une fois, nous, en tant que communautaire, si on est là, c'est qu'on est comme un système parallèle, si je puis dire. Je mets vraiment les guillemets dessus, je suis très prudent, parce que à côté de l'école, qui est comme une approche quand même assez descendante, nous avons une approche plutôt ascendante. C'est quand on s'adapte, en fait, c'est nous qui nous adaptons aux apprenants. Ascendante, ça veut dire que c'est les apprenants qui sont en bas qui remontent vers l'enseignant, vers nous, quoi, on va dire. Donc, c'est nous qui nous adaptons. Mais voilà, c'est deux systèmes complémentaires, on va dire, avec l'éducation nationale, si je puis dire. Ben merci, ma belle Laura, d'accepter de répondre à quelques-unes de mes questions. Je te trouve rayonnante. J'aime ton petit cœur rouge sur ton gilet. Je trouve ça super beau.
Dis-moi, Laura, est-ce que ça fait longtemps que tu fréquentes ici, Non. la fête? Non? Tu as commencé quand à venir ici? En 2022. En 2022, donc c'est très récent. Puis qu'est-ce que tu aimes ici? L'apprentissage. L'apprentissage, OK. Puis est-ce que ici, tu te sens accueilli, Beaucoup. à l'aise de venir ici? Oui. Oui. Là, tu fais des exercices spéciaux sur l'ordinateur? C'est des modules? Des trucs? Non, pour l'instant, on fait l'adresse courriel. L'adresse courriel. Donc, tu apprends à rentrer ton adresse courriel, à envoyer un message, puis à en recevoir. Oui. Ben, écoute, tu vois, moi, je suis sûre que tu vas apprendre ça facilement. C'est une chose incontournable aujourd'hui. Qu'est-ce que tu apprécies aussi ici? L'enseignante. L'enseignante? OK. Oui. Donc, est-ce que tu viens tous les jours? Non, on vient les vendredis matin. Les vendredis matins. Donc, aujourd'hui, pour nous, vous avez accepté d'être présente. Oui. Spécialement. Ah, c'est gentil, Laura. Je te remercie beaucoup. Alors, nous sommes avec la belle Isabelle Perrault, coordonnatrice du secteur de Charlevoix-Ouest pour la FAC. Yes. Isabelle, c'est quoi votre mission spécifique? Elle a dû... Est-ce que votre mission elle a évolué avec les années? Parce que ça fait quand même longtemps que tu exerces ta vie professionnelle dans cet organisme-là. Je me souviens d'une époque où j'avais été votre voix de lectrice d'une dictée quelconque. La dictée régionale. C'est une activité de sensibilisation qu'on avait Hey. faite à l'époque, oui. Oui, il s'en est passé beaucoup de temps. Écoute, la FAC existe depuis 1996. Moi, je suis ici, là, en tout et partout, depuis à peu près 15 ans. La mission de la FAC, pour répondre à ta question, elle reste la même. Parce que la mission, elle est dictée par notre subventionnaire principal, Ok. qui est le ministère de l'Éducation, Programme d'action communautaire sur le terrain d'éducation. Donc, notre principal subventionnaire, c'est le ministère de l'Éducation, Programme d'action communautaire sur le terrain de l'éducation. Donc, la mission de l'organisme, c'est de faire de la sensibilisation, de contrer l'analphabétisme et aussi de faire de faire du développement. Donc, la mission, elle ne peut pas avoir changé parce que c'est une mission de base. On est subventionné pour la mission de base. Là où ça change, c'est dans la façon dont on va le faire. C'est la clientèle qu'on va aller chercher avec le temps aussi. Et l'offre, nécessairement, pour L'offre, répondre aux ben besoins. c'est ça, parce que, comme mon collègue le précisait, c'est que notre approche, ce qui est particulier, ça le dit, c'est le programme d'action communautaire. Donc, nous, on a une approche communautaire. On n'a pas une approche qui est scolarisante, ce qui est différent des centres de services scolaires ou des choses comme ça. On est un organisme communautaire, donc notre approche est communautaire. Donc, c'est certain que la clientèle qui va venir chercher des services ici, c'est pas la même clientèle qui va aller chercher des services, mettons, dans les centres de services scolaires. Puis là, nous, on s'adapte et on part à partir du besoin de la personne et non à partir d'un système qui dit, bon, ben à la fin de l'année, tout le monde va être rendu. Là, puis pour Là. rentrer chez nous, ça te prend ça comme C'est profil. ça, voilà. Donc, c'est correct, il y a cette structure-là, mais c'est pas tout le monde qui est fait pour cette Non, structure-là c'est ça. non plus. Donc, puis les organismes communautaires en alphabétisation existent depuis quand même plusieurs années. À l'origine, si on fait un petit peu d'histoire, les organismes en alphabétisation sont venus au monde surtout dans les années 80, alors qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont retrouvées sur le marché du travail. Ces femmes-là se retrouvaient sans diplôme. Donc, il y a beaucoup d'organismes communautaires en alphabétisation qui sont venus au monde à cette époque-là pour répondre à ce besoin-là. Aujourd'hui, le besoin est différent, donc la mission est encore la même, mais les moyens qu'on utilise pour y arriver sont différents. On s'adapte avec la clientèle d'aujourd'hui. Dis-moi un peu, Aïna, est-ce que la réalité démographique de Charlevoix a changé? On le voit parce qu'on côtoie des gens qui viennent de d'autres cultures. Moi, je trouve ça merveilleux. Mais quel impact ça a sur votre clientèle? Parce que je sais, Isabelle m'a déjà présenté un portrait où, à une époque, tu sais, la clientèle, c'était
des gens de 60 ans et plus parce qu'ils n'étaient pas allés à l'école, puis tout ça. Mm. Mais moi, à mon avis, votre clientèle, elle a changé, là, présentement. Oui, alors moi j'ai commencé en août 2022, donc peut-être que j'ai pas eu forcément l'occasion moi de voir ça, mais j'en ai entendu parler effectivement, parce que moi dans ma clientèle à moi, ne serait-ce que par rapport à l'âge, moi je suis vraiment dans l'Est, hein, au niveau des cours de iPad par exemple, il y a quand même un rajeunissement aussi du public, qui n'est pas forcément un public âgé. Pareil pour Alpha aussi, qui est un public aussi plus, on va dire, plus maintenant âgé. Si avant c'était plus un public jeune, enfin voilà, c'est sûr qu'il y a ça qui change. Aussi, vous avez dit tout à l'heure l'apport de culture externe, on va dire que effectivement c'est vrai parce que on a quand même aujourd'hui des nouveaux arrivants qui viennent d'autres cultures et qui nous sont orientés par des partenaires OK. et qui voilà, sont là, qui sont demandeurs de services à la fac pour un tas de diverses choses. Ça peut être du coaching OK. pour le CV ou bien aussi, pour de la francisation entre guillemets, même si voilà, là c'est un terme vraiment à préciser pour la fac, parce que quand on parle de francisation, c'est pas comme on parlait de francisation au centre scolaire, ou voilà, on n'offre pas de cours de français comme tel en fait, c'est-à-dire que nous, on va dire qu'on se situe comme étant le dernier maillon de la chaîne. Vraiment, si les gens n'ont pas eu l'occasion de bénéficier de cours de français ailleurs, ben nous, on peut se positionner là. Mais encore une fois, nous, on va pas faire des cours de français. On va faire des formations hors les murs pour l'apprentissage du français et aussi l'intégration. Ça veut dire quoi concrètement? Partir avec eux, avec un groupe, pour aller faire les courses, magasiner, et puis dire, en fait, s'exprimer en français, et puis comment s'intégrer, tiens, les points fidélité, etc., etc. Voilà, donc nous, on innove, en fait, on change complètement, et on fait pas de la francisation comme telle, on va dire, pour le moment. Pourquoi? C'est pas une mauvaise volonté, c'est parce qu'on veut pas se marcher sur les plates-bandes des autres. On sait que plusieurs organismes sont spécialisés et peuvent le faire, en fait. Puis, tu sais, la réalité dans les entreprises a changé aussi. Il y a des nouvelles technologies maintenant qu'on doit utiliser, qu'on doit apprendre à utiliser. Je le sais que, tu sais, par exemple, je pense à la garderie au CPA où ils ont introduit les tablettes. Ben, il y a quelques vieilles, comme notre amie Mireille, qui a été... qui a dû s'adapter. Tu sais. Donc, est-ce que c'est des genres de suivi ou d'aide que vous pouvez apporter aux personnes? Tous les besoins qui sont en éducation populaire ou de base peuvent être remplis par la fac. Donc, tout ce qui est aide au niveau de l'utilisation des nouvelles technologies qu'appelle les TIC, là, les tablettes, les téléphones cellulaires, les ordinateurs portables, que ça peut être les lectures, l'écriture, les mathématiques ou quoi que ce soit, dans la vie de tous les jours ou dans le cadre d'une amélioration de ta qualité de vie. Par exemple, Mireille ou Ginette ou Paulette. Ou Josette. Pardon, ou Josette, qui dans le cadre de son travail, par exemple, son employeur ou son milieu de travail ne permet pas cette façon-là d'apprendre quelque chose, bien, peut venir cogner à notre porte et dire, écoute, moi, dans le cadre de mon travail, là, maintenant, je dois manipuler telle ou telle chose, je me sens pas à l'aise, j'aurais besoin, OK, on va regarder ensemble. C'est quoi ton besoin? T'es rendu où? C'est quoi tes aptitudes? On peut-tu faire quelque chose pour toi? Oui, parfait, on va le faire. On peut pas? Ah, peut-être qu'on a une ressource qu'on peut te référer. À ce moment-là, comme mon collègue disait qu'on était, nous, un maillon de la chaîne, c'est une grande chaîne. Donc, nous, on est un morceau, on est un élément là-dedans. Donc, si on peut réparer cette chaîne-là ou on peut faire quelque chose, on va le faire. Sinon, bien, notre réseau est suffisamment grand pour dire, ah, on sait que tel endroit, tel endroit, tel endroit. Charlevoix, c'est grand, mais c'est petit. Les ressources communautaires, on est un filet, on est tissé serré, donc on sait qu'il y a une... Si Charlevoix, là, on aura beau dire, c'est quand même la place où il y a le plus de ressources communautaires par habitant. Fait que c'est sûr qu'il y a une ressource en quelque part qui existe. Fait que si nous, on n'est pas là pour répondre à ce besoin-là, ben on a ça comme tâche aussi dans notre mission, c'est de faire du référencement. Mais c'est important. Puis mutuellement, envers un autre organisme qui vous enverrait une clientèle en découvrant que cette personne-là, finalement, son niveau de lecture est très faible, son niveau de compréhension, puis elle a besoin d'aide. Tu sais, on parlait de la seule activité, là. Moi, je regardais l'autre fois. Je suis arrivée je suis allée pour un rendez-vous médical au centre médical en haut de chez Jean Coutu.
Là, ils ont installé un nouveau système. Mhm. Puis, tu sais, une chance que j'étais habituée, mais j'ai des 2 personnes âgées qui sont arrivées comme moi sur l'heure du dîner où il n'y avait pas de secrétaire, puis là, ils ne savaient pas quoi faire. Tu sais. C'est que là, on Fait vit, que, tu sais, ouais, c'est ça. Là. on vit actuellement dans une ère où tout est allé plus vite qu'à l'habitude, surtout à cause de la pandémie. La pandémie a fait en sorte que a fallu vite se brancher sur la technologie. Là. Mhm. Tout est accessible par Internet, parce que là, on ne pouvait plus avoir de Non, contact. c'est ça. Hein, là, à un moment donné, vite, c'était, on se dépêche d'aider nos aînés à apprendre à communiquer parce qu'ils étaient isolés, tout ça. Mais on a découvert aussi que ben, tout était beaucoup plus facile et plus rapide par Internet. C'est pas nécessairement plus sécuritaire, mais bref, ça, Non, c'est un c'est autre ça. débat. Mais tout est devenu automatisé. Il y a de moins en moins de gens sur le marché du travail. Ouais. Donc, mais ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de suivre non plus et de s'adapter. Et ça prend un certain niveau de compréhension pour être capable de se servir de ça aussi. Donc, tu sais, l'alphabétisation, c'est un terme qui est hyper large. On parle de littératie aussi là-dedans. C'est d'être capable de tout prendre ce genre d'informations-là qu'il y a autour, pas nécessairement de tout savoir, mais de faire une belle boule avec ça, puis de se dire, ben moi, dans cette boule-là, je suis capable d'être fonctionnelle dans mes besoins, dans ma vie, d'être autonome. Et sinon, si je ne l'ai pas, d'avoir l'opportunité d'avoir développé dans ma tête la capacité d'aller chercher de l'aide ailleurs. C'est ça. C'est d'offrir... Moi, je dis tout le temps, on donne comme une espèce de coup. C'est comme un petit tremplin. Tu te déroules, puis là, tu es capable d'aller dérouler ailleurs. Tu sais, c'est le fun. Tu prends confiance, tu Oui, prends de puis des fois, c'est l'autonomie, juste tu sais. ça. Ça prend pas Ouais. grand-chose juste pour rebâtir sa confiance. Il y en a Exactement. qui ont des trajectoires scolaires que c'est pas nécessairement des bons souvenirs. C'est pas des Non. souvenirs qui sont agréables. Mhm. Il y en a qui ont subi de l'intimidation. Il y en a qui sont pas juste pas faites pour cadrer dans un système Exactement. scolaire comme on Ouais, a actuellement ou comme on avait avant. Donc, ça prend des méthodes d'enseignement alternatives Oui. comme ça. Ça en prend. Il y en a qui fit bien, il y en a d'autres pas. Donc, c'est d'avoir un éventail de services pour un éventail de personnalités. Vous êtes le dernier maillon De la chaîne. Ouais. de la chaîne, un maillon important parce qu'il y a toujours des gens qui, par un effet de Surtout, circonstance, vont se retrouver à pas pouvoir suivre un cours, pas C'est être ça. capable de, parce que l'horaire est tel, ou ils sont plus isolés. Donc, surtout trouve que- aujourd'hui, oui, j'ai oui. envie de dire, avec voilà, une vague quand même d'arrivants, de nouveaux arrivants qui viennent avec leur famille. Voilà, donc on travaille ça en concertation. Moi pour l'Est, hein, je parle vraiment pour Oui. l'Est, avec la MRC par exemple, avec qui j'ai rencontré donc le chargé de projet immigration, voir ce qu'on peut faire ensemble, des gens du CJE, du Carrefour Jeunesse Emploi, etc. Donc voilà. moi, je trouve ça intéressant parce que c'est une meilleure synergie, une meilleure utilisation des ressources Complètement. sans empiéter. Sans s'empiéter sur les autres. Et oui, nous, uns sur les autres. Nous, on veut vraiment appuyer sur ce petit détail qu'il a sans s'empiéter sur le travail des autres. En Oui. fait. Ouais. Écoute, j'imagine que vous êtes une très grosse équipe pour réaliser toutes les activités que vous faites. Alors, il y a combien de personnes à la fac? C'est vrai, c'est une grosse usine, la fac. La fac, il y a 2 coordinations, en fait. Il y a que moi et Isabelle, qui fait que l'offre de services, pourtant, est grande. Le territoire est grand, le territoire est très grand, les besoins sont énormes. Je répéterai pas les chiffres que j'ai dit tantôt. Et voilà, donc c'est vrai qu'il y a un manque en fait au niveau des ressources humaines, mais qu'est-ce qui fait ça? C'est que c'est vrai qu'on pourrait aussi recruter des gens, des formateurs, etc. Mais pour ça, il faudra effectivement aussi une forme de financement pérenne derrière, qui fait qu'on est très reconnaissant du pacte qui nous fait confiance dans notre mission depuis 1996, mais effectivement, l'offre en fait a évolué depuis ce temps-là. Là, on a vraiment une grosse volonté de développer dans l'Est, et là, ça se fait actuellement.
Et j'y vais tout le temps, presque. Mais, Est-ce que ça veut dire que vous avez votre bureau principal à Baie-Saint-Paul? Est-ce que du côté de l'Est, vous avez un endroit où vous êtes un peu itinérant puis vous vous promenez, tout dépendant de où vous offrez les services? on a fait le choix de nous installer ici, avec un siège social à Baie-Saint-Paul, parce que c'est quand même une ville très fréquentée. Et puis, ça nous permet aussi, à la coordination, d'avoir des points réguliers, en fait. Et puis moi, donc, je ferai les déplacements dans l'Est à chaque fois qu'il y a des besoins. Je dis bien qu'à chaque fois qu'il y a des besoins, parce que c'est pas sur des journées fixes, mais malgré cela, on a aussi des cours fixes, des présences fixes, notamment à Saint-Siméon et à la Malbaie. Ah, quand même, Ouais. à Saint-Siméon, ça vous fait... Donc c'est loin, ouais. Oui, Une ça vous trotte. fait un beau petit, Parcours. temps de voiturage pour s'y C'est rendre. ça. Bonjour Catherine. Bonjour. Hey, merci beaucoup d'accepter de répondre à mes questions. Merci. Catherine, comment tu as connu le centre ici, la fac? Par un intervenant. Par une intervenante? Oui. OK. Après sa retraite. Bon, OK. Donc, est-ce que ça fait longtemps que tu fréquentes ici? Oui, ça fait 6 ans. 6 ans. Puis qu'est-ce que tu aimes ici? Ben, apprendre les mathématiques, français, l'anglais, les géographie, tout. On fait que c'est... L'histoire aussi. Tout ça? Tu apprends tout ça ici? Oui, OK. Puis c'est qui le professeur qui te montre tout ça? Isabelle. Isabelle. Mais, sauf, j'avais 2 profs. Mais ils sont pas comme pris ils ont pris leur retraite. Leur retraite, OK. Puis là, j'y vois plus. OK. Ils ont pris leur retraite personnelle ou leur retraite du centre? Du centre. Ah oui, OK. Oui. Bon. Fait que je vois que tu continues à fréquenter. T'aimes ça venir ici? Oui. Tu te sens bien? Oui. Bon. C'est merveilleux. Merci. Merci, Catherine. Dis-moi, Isabelle, je sais que vous tenez à cœur le développement de vos services parce que vous voyez les besoins changer, la clientèle changer aussi. Là, vous allez rentrer en campagne de sensibilisation. Qu'est-ce que vous voulez promouvoir? Ben, en fait, c'est un petit peu comme la première pierre aujourd'hui avec cette entrevue-là, ce reportage-là, c'est justement de sensibiliser la population en général, les instances décisionnelles aussi, autour au sujet de c'est quoi l'alphabétisation, c'est quoi la littératie. Tu sais, on parle d'éducation populaire, c'est pas un sujet qui est très populaire. Là. Il n'y a personne qui parle de ça autour d'un souper un dimanche soir autour d'une bouteille de vin. Là. Première des choses, on parle d'alphabétisation, on se dit qu'aujourd'hui tout le monde sait lire, tout le monde sait écrire, mais c'est pas juste ça. Ça va au-delà de ça. Donc, la campagne de sensibilisation sert à ça, sert aussi peut-être à la maison. Peut-être qu'on n'est pas capable. Moi, des fois, j'écoute des reportages, puis je fais comme, hein, mon Dieu, ça me ressemble, ça. On dirait que c'est moi, ça. Ah, je savais pas que j'avais ça. Ou... Mais peut-être qu'à la maison, il y a quelqu'un qui va se dire, ah, mais moi aussi, je pense que j'ai des problèmes de lecture ou d'écriture. Ah, c'est pour ça que je comprends pas bien tel texte. Ou moi, on t'a dit que j'ai de la misère avec ça. Mais cette ressource-là, elle existe dans Charlevoix. On n'en parle pas beaucoup parce que, comme Anna disait, on est 2. C'est grand, Charlevoix. C'est très grand. Puis heureusement que maintenant, Anna est arrivée puis peut développer l'Ouest, qui était un secteur qui manquait beaucoup de présence de la part de la FAC. Tu sais, Anna se rend jusqu'à Saint-Siméon. C'est quand même l'extrême est de la région. Il n'y a pas beaucoup de services qui sont... Qui vont jusque-là. Qui vont jusque-là, non. C'est quand même, selon le dernier rapport là, de défavorisation, l'extrême est était quand même dans ceux qui étaient les plus défavorisés. C'est pas joyeux, mais malheureusement, c'est ça. Mais c'est à l'autre bout du monde. On le dit, c'est loin. On a la situation géographique qui fait que, tu sais, au niveau de la température, on parle à des gens de Charlevoix, ils vont comprendre. Mais quand on parle d'instances décisionnelles pour les sensibiliser, là, quand on s'en va à Québec puis qu'on leur explique que nous, on part de Baie-Saint-Paul le matin puis qu'il fait soleil puis se rendre à Saint-Siméon, c'est une journée puis qu'on peut pogner de la grêle. Puis... Oui, comme ça m'est arrivé. C'est une réalité. La réalité de Charlevoix est une réalité. Nous sommes des Gaulois. Presque, oui. Comme disait une connaissance à moi, on est un village gaulois pour Oui. la capitale nationale. Oui, exactement. Tu sais, on est complètement... Fait que ça, c'est une réalité. Donc, cette sensibilisation se veut aussi beaucoup plus large pour sensibiliser les instances décisionnelles aussi à l'apport du communautaire puis à l'expertise du communautaire dans la région. Sans cet apport-là, je veux dire, il n'y a pas grand-chose qui fonctionnerait, là. Est-ce que vous souhaitez embaucher du personnel supplémentaire, recruter des bénévoles?
Est-ce que financièrement, vous avez l'opportunité d'aller chercher du financement ailleurs que votre bailleur de fonds principal? Actuellement, le financement, il y a plusieurs organismes communautaires qui diraient la même chose. Après la COVID, le financement, il y en a un petit peu partout, pour plein de raisons. C'est toujours le même problème. Quand on est en éducation populaire, on est dans ce qu'on appelle, de ce que moi j'appelle la craque du divan. Donc, on tombe toujours dans une craque de divan, c'est-à-dire qu'on... Oui, c'est ça. On n'est pas personne âgée, on n'est pas, violence ou quoi que ce soit. C'est pas, comme je dis, c'est pas un sujet qui est très populaire. Donc, le financement est toujours plus difficile à obtenir. Et souvent, dans les catégories de financement qu'on peut avoir, ils ont souvent des critères. Donc, c'est pas pour l'emploi de nouvelles personnes, c'est pas pour l'achat de matériel, ou là, on a une enveloppe pour tant d'années ou un an. Il faut que le programme soit périn, mais le financement, on ne l'a pas l'année prochaine. Donc, tu sais, des fois, on va se dire, ben, pourquoi qu'ils ne le font pas? C'est parce qu'à un moment donné, on ne veut pas comme répondre à un besoin un an. Puis après ça, laissez tomber, là. On n'a plus le sou, on n'a plus les sous pour le faire. Donc, actuellement, pas le combat, mais la priorité ou le souci qu'on a, c'est de s'assurer une santé financière stable, une santé financière, comment je pourrais dire... bonifiée aussi? Ben oui, et surtout une santé financière qui est digne et qui est à l'image des besoins qui sont là, pour pouvoir justement engager des ressources à temps partiel ou à temps plein, parce que là aussi, on a le fameux problème d'embauche. Ça, c'est partout. On n'y échappe pas, nous non plus. Donc, tu sais, je pense que c'est ça, la plus grosse importance qu'il y a actuellement, c'est ça, c'est de trouver une source de financement qui est pérenne, qui est décente aussi pour pouvoir répondre aux besoins et ne pas créer. L'idée, c'est pas de créer des besoins. L'idée, c'est pas de réinventer quelque chose. L'idée, c'est pas d'en rajouter. L'idée, c'est juste de répondre aux besoins qui sont là, les étendre un petit peu plus et justement d'être là tout le temps. Pas excusez-moi, mais tirer à la plug au bout d'un an, on en voit trop de ça, malheureusement. Puis, moi, je pense que ça contribue à l'appauvrissement d'une société quand pour la personne qui reçoit le service aussi, peut y avoir une vision, bon, ils sont pas, tu sais, je peux pas me fier. Oui, ils m'ont fait on m'a laissé tomber, des choses comme ça. Ouais. Puis déjà, on le sait que dans notre filet social, tous les organismes communautaires reçoivent une clientèle qui est plus fragilisée, on va dire, pour toutes sortes de raisons. Donc, des fois, de les replacer dans des situations d'insécurité, ben j'aurais pu ça, ou ils peuvent plus me l'offrir, je peux plus y aller parce qu'il n'y a plus personne. C'est vraiment, je trouve, c'est peinant d'entendre ça. C'est peinant. Moi, je souhaiterais lancer une invitation aux baby boomers, dont je fais partie. Je suis à la fin de cette comète. Mais tu sais, nous, on a eu des bonnes conditions de travail, on est à la retraite, puis on aurait le goût dans notre communauté de faire une différence. Mais tu sais, si on a été professeur, si on a une affinité avec la langue, pas nécessairement parce qu'on a été professeur, mais on aime lire, on aime découvrir, on est passionné, pourquoi pas donner un peu de bénévolat, un peu de temps, là, puis de redonner à sa communauté. Moi, je trouve que c'est important, puis c'est quelque chose qui nous fait du bien, puis qui nous fait grandir en même temps. Puis je pense qu'on a besoin de cette implication-là de certaines personnes. Oui, je te le souhaite vraiment, tout à Isabelle. fait. Tout à fait. Puis en plus, c'est un bel échange parce qu'avec des personnes comme Catherine, comme Laura, comme bien d'autres qu'on ne voit pas, mais c'est un échange. Oui. C'est un échange humain, là. C'est un échange humain, là. Il y a un contact, il y a des choses, il y a quelque chose qui se développe aussi, là. C'est gratifiant. Puis même si on n'a pas été enseignant ou quoi que ce soit, mais qu'on a une qualité de pédagogue. Oui, c'est ça. Je veux dire, on n'a pas besoin d'être enseignant. Non. Tu sais, des fois, il y a quelqu'un qui va dire « Hey, c'est le fun, tu as montré quelque chose à quelqu'un. » Je veux dire, on n'a pas besoin d'être des professeurs d'université ou quoi que ce soit. Là. En fait, c'est de vouloir transmettre son savoir ou d'aider quelqu'un à acquérir un savoir de plus.
En fait, c'est Tu ça. sais, tu le rends plus autonome, plus fier de lui, Absolument. plus content, participant à son tour de Oui. notre société. Parce que si tu es plus autonome, tu vas faire plus de choses, tu vas contribuer mieux à ta Exactement, société. exactement. Quelle serait votre planification là, dans cette année et dans les prochaines années? Là, c'est sûr que pour là, cette année, on redémarre. On a quand Ouais. même été en arrêt pendant quelques mois. On redémarre avec l'avenue Daina, le développement du côté de l'Est, le déménagement dans nos nouveaux locaux Oui, c'est aussi. ça. Fait que c'est sûr que là, ça a été une grosse année. Là, c'est de s'asseoir, de planifier notre campagne de sensibilisation aussi pour les prochaines années. Puis après ça, de pouvoir voguer tranquillement sur une mer qui n'a pas trop de vagues. Ça serait le fun. Ben, Et surtout pas de vagues de pandémie. Non, c'est ça. Ça serait génial. Ma belle Laura, Oui, dis-moi comment tu as connu le centre, comment ça se fait que tu as réussi à venir ici? j'ai découvert. J'ai visité avec mon intervenante la fac parce que je connaissais pas l'endroit de Charlevoix. OK. Puis là, tu as eu comme un petit coup de cœur. Tu t'es dit, ah, c'est le fun. Oui, Parce qu'il a fallu que tu sais, personne t'a forcé à venir ici, c'est toi qui as voulu venir. C'est ça? oui, pour apprendre. OK. Donc, tu es tombé sous le charme de la coordonnatrice puis du coordonnateur. Oui, C'est ça qui fait que tu viens régulièrement tous les vendredis. oui, Ah. Ben, merci beaucoup, Laura. ça fait plaisir. Non, alors, écoute, Isabelle, merci de nous avoir reçus dans vos nouveaux locaux. Merci à vous autres. Vous d'être êtes situé à 2 rue de l'Usienne. Oui. Et puis, on va pouvoir, on a pu voir les emplacements. C'est vraiment chaleureux. Je remercie encore Laura et Catherine de nous avoir donné une petite entrevue. À Ina aussi d'avoir répondu à nos questions. Puis je vous souhaite bonne chance pour Merci. votre campagne de sensibilisation et pécuniaire. Oui, ça serait le fun. Voyons, voyons, on dirait qu'il y a une guêpe en studio, ma foi. Je pique votre curiosité, hein? On reçoit David Bernard du groupe Guêpe. Écoute, c'est tellement intriguant. C'est vrai? Oui, je trouve ça intriguant, David. Parle-moi de qu'est-ce que ce groupe-là? Ah, on n'est pas piquant. Ça, c'est sûr que non. ça va bien aller. Non, t'as l'air super sympathique à part ça. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient, ce groupe-là? Qu'est-ce que vous faites? C'est une OBNL, c'est un organisme à but non lucratif en environnement. Donc, c'est pas, comme je fais la blague très souvent, c'est pas un organisme d'éradication des insectes. Il n'y a aucun lien. Ça ne devrait pas trop voler dans l'espace aujourd'hui. Non, il n'y en a pas. C'est en fait l'acronyme du Groupe uni des éducateurs naturalistes et professionnels en environnement. On est à notre 31e année cette année d'existence. Wow! C'est parti de Montréal. D'accord. Un groupe de motivés qui a développé des activités en sciences de la nature pour, au départ, les plus jeunes, puis on a élargi avec les années les types de clientèle. Mhm. Et puis depuis, mon Dieu, il faudrait que je calcule exactement, mais au moins 6 ou 7 ans, on a développé un essaim, on va faire le jeu de mots. Dans Charlevoix, là, on a eu cette idée folle de le développer ailleurs qu'à Montréal, puis j'ai un petit peu initié le projet dans la région. Et donc maintenant, on a une antenne, encore un jeu de mots, de guêpes dans la région. J'aime ça! Où, en fait, on offre, évidemment, on a une mission d'éducation aux sciences de la nature, faire découvrir la biodiversité de notre environnement, et puis un volet aussi initiation puis promotion du plein air. Et là, on va des plus jeunes aux plus aînés. Ah oui, Et ça va OK, être... parce que il y a bien des affaires. Parce que je voyais d'abord que c'était un projet éducatif pour les jeunes, puis je trouvais ça intéressant parce que quand on est proche de quelque chose, on se l'approprie. Tout à fait. On l'intègre en nous. On apprend à le respecter, on apprend à l'aimer.
puis on apprend à avoir un autre regard là-dessus. Puis je trouve ça beau parce que les jeunes, c'est l'avenir de demain. C'est eux d'ailleurs qui nous poussent parce que là, moi, je suis plus vieille que toi, mais tu sais, je regarde mon neveu avec ses enfants, puis les valeurs qu'ils essayent de propager à leurs jeunes, puis je me dis, c'est merveilleux. Puis donc, je vois que votre clientèle, elle s'est diversifiée. Donc, vous recevez des familles, des écoles, comment... En fait, on n'a pas de... Notre terrain de jeu, à nous, c'est le territoire au complet. On n'a pas d'infrastructure, on n'a pas de site à proprement parler qui nous appartiennent. On collabore avec les écoles, avec les municipalités, avec les entreprises, avec vraiment tout type de clientèle. On va se déplacer dans les écoles, faire des activités en classe. On va sortir les élèves de la classe pour faire une sortie éducative. Exactement. Pour les emmener en classe nature. On peut aller voir les jeunes dans les camps de jour, dans les camps de vacances. On offre des activités là, pendant la semaine de relâche familiale aussi, évidemment, en plein air pour tout type de clientèle. Je suis allé la fin de semaine passée avec les nouveaux arrivants qui, pour certains, arrivaient du Maghreb, qui n'avaient jamais vu la neige. On leur a montré la neige, c'est quoi une paire de raquettes, comment ça se passe. On touche vraiment à plein de choses comme ça. Là, on a une campagne de sensibilisation sur les hauts sommets de Charlevoix, nos montagnes, qui ont été très abîmées par le plein air puis par la forte fréquentation depuis la pandémie. Donc, on touche vraiment à plein de choses différentes. On fait des expositions, on fait des panneaux d'interprétation. Donc, on a commencé avec les jeunes parce que, comme tu disais, plus tôt on commence, plus les citoyens de demain vont être avisés et aguerris par rapport à notre environnement. Mais on touche vraiment tout type de clientèle à l'heure où on se parle. J'ai mon collègue qui est au CHSLD ici à Baie-Saint-Paul à faire des activités avec nos aînés en perte d'autonomie. Puis on discute avec eux, on leur fait découvrir ou redécouvrir la nature. Dis-moi, David, tu sais, mettons, j'ai une entreprise, puis j'ai le goût de faire une activité différente. Tu sais, souvent dans les entreprises, on fait du team building, puis des choses comme ça. Mais ça serait une belle activité à faire avec les gens de son organisation. Tout à fait. Donc, vous pouvez accueillir des groupes de combien? Vous faites des randonnées. J'imagine que les circuits doivent être assez facile. Bien, tout dépend vraiment de la clientèle. On a fait, tantôt je te parlais avec les nouveaux arrivants, on était au Parc du Gouffre, on a fait un petit tour dans le parc, puis c'est à peu près ça. La semaine passée, j'ai été à la station de ski du Mont-Grand-Fond, on a fait une randonnée nocturne, 8 km la nuit. Pas tout à fait la même clientèle. Là, ça te prend, on s'ajuste. Après ça, c'est vraiment une histoire de sécurité puis de ratio d'encadrement. On peut avoir un petit groupe, on va avoir moins de guides ou moins d'éducateurs naturalistes avec le groupe. En fonction de l'âge aussi, évidemment, les ratios ne sont pas les mêmes. Donc, on s'ajuste. On peut faire la traversée de Charlevoix, si vous voulez. Tout est possible. Nous, on vous emmène dehors, puis après ça, on explore. Vous êtes des développeurs, des aventuriers. Exact, c'est exactement ça. Alors, vous avez un programme, je pense, qui, d'ailleurs, porte ce nom-là. Petits aventuriers de nature. C'est ça. Ça, c'est un projet, écoute, on aurait voulu le sortir avant la pandémie, mais il y a des choses qu'on ne contrôle pas dans la vie. Hein. Oui, c'est ça. Il est arrivé ce qui est arrivé, donc on l'a mis un petit peu sur la glace et on le sort, en fait, cette année. C'est un programme qu'on appelle, comme tu disais, Petits aventuriers de nature, où là, on va cibler vraiment les petits cocos, nos petits poulets, que je les appelle, 0-5 ans, leur famille, puis le monde de la petite enfance, garderie et CPE. Oui. Parce que souvent, moi, j'ai 2 jeunes enfants qui ont 6 et 7 ans, ils sont plus si petits que ça, mais le premier, souvent, on ne sait pas toujours comment on s'habille, comment on l'habille. On peut-tu sortir dehors quand il fait froid? On peut-tu aller jouer dehors l'été, en peur qu'il se fasse piquer par une guêpe ou d'autres choses? Il y a un bout de méconnaissance de la nature, puis de nos compétences de parents, puis même dans le monde des garderies, où des fois, on dit on va un petit peu dehors, mais pas trop, cours pas, tu pourrais tomber, t'accrocher dans une racine. Va pas dans les hautes. C'est correct parce qu'on ne le sait pas. Oui. Puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, c'est notre domaine d'être avec les enfants, d'être dehors. Comment on peut équiper les jeunes familles qui ont des petits poulets, comme je le dis, ou d'aller soutenir nos CPE, nos garderies pour démocratiser un peu l'accès à la nature, pour développer ou renforcer nos compétences de parents ou d'éducateurs et éducatrices. Bien, ce programme-là, il sert un petit peu à ça. On a eu un très beau soutien de la table famille de Charlevoix qui a financé le projet. Oui, dans cette table, il y a beaucoup d'organismes, je ne les nommerai pas tous, mais que ce soit le CIUS qui est présent, que ce soit la Maison de la famille, les centres femmes des 2 côtés de la... Une grosse partie de Aidons-les aussi, j'en oublie, je m'en excuse auprès d'eux, qui sont sur cette table famille, puis qui ont cru en ce projet-là. Donc, on l'a développé avant la pandémie. Il sort aujourd'hui avec un volet hivernal. En fait, c'est un projet 4 saisons, donc il y a un volet familial pour les jeunes familles avec des enfants 0-5 ans. Puis il y a un volet où on va aller dans les CPE offrir certaines de nos activités. Finalement, on arrive avec notre compétence, avec du matériel. Puis là, on va
sortir à l'extérieur, évidemment. Côté nature, côté plein air, pour démocratiser, expliquer tout ça, que finalement, on peut sortir. La prise de risque, ça peut se faire même quand j'ai 2 ans, même si je suis en raquette dans une descente. Est-ce que je peux courir un peu? Oui, cours, puis au pire, tu vas trébucher, basculer, tu vas manger un peu on de va neige. rire. Puis Mais on n'est pas, en tant que parent, on n'est pas toujours à l'aise avec ça. Puis moi-même, je l'ai vécu aussi. Puis dans les garderies, non plus, des fois, on fait attention. Mais là, on ne peut pas avoir les parents qui nous reviennent parce qu'il y a un jeune qui a un bleu ou qui a un pantalon qui a rendu tout vert parce qu'il a marché à 4 pattes dans le gazon. Oui. C'est le moindre mal, je dirais. Oui. Parce qu'on parle de le constat, puis la pandémie l'a encore démontré aussi. Déficit de nature. On reste souvent enfermé à l'intérieur parce que des fois, on a la crainte de la météo quand on a des jeunes enfants ou notre crainte à nous de ne pas être compétent pour sortir. Donc, on dit, OK, il faut qu'on fasse quelque chose, c'est notre compétence à nous, on va dans ce sens-là. Et c'est ça qu'on fait, avec ce programme des petits aventuriers de nature. Dis-moi, David, vu que c'est ce projet Petit aventurier de nature, de 0 à 5 ans, j'imagine que votre objectif aussi, c'est juste de leur permettre d'observer des choses, Tout à fait. de prendre conscience des choses, Tout à de fait. regarder. Oh, je vois une petite coccinelle. Tout à fait. Oh, un petit verre de terre. À cet âge-là, ils sont assez bons. À cet âge-là, ils sont assez bons pour chercher les bébites. Là. Oui, OK. Mais c'est aussi les gens qui sont autour. Est-ce que mon enfant peut prendre le ver de terre? Je peux-tu attraper le crapaud qui est là? Ah, ne touche pas ce poison. Il y a plein de choses qu'on s'interdit Oui. parce que on n'est pas sûr de. Puis c'est correct. Nous, c'est notre métier de sensibiliser les gens à tout ça. Et c'est là la nature de ces activités. Il y en a une qui est un atelier, c'est sur les 5 sens. Je dis un atelier, mais c'est plutôt une sortie où l'on va avoir du matériel pour toucher. Là, au départ, on commence dans une boîte, parce que moi, c'est aseptisé et sécuritaire. Puis après ça, on sort de la boîte. Puis on va commencer à regarder ce qui se passe autour, à toucher. Oui, tout OK. ça. Est-ce que je vais toucher et savoir si l'eau du fleuve est salée? Ça se peut qu'on aille voir si l'eau du fleuve est salée, mais c'est pas trop dangereux. Oui. Juste, pas dépasser, mais juste repousser un peu nos limites en tant que... Les enfants, ça va. Eux, ils savent. Mais en tant que parent, en tant qu'encadrant de cette tranche d'âge-là, des fois, on n'ose pas forcément prendre ces risques-là, qui ne sont pas si grands que ça, qui sont assez calculés. Puis, bien, ça permet de se retrouver aussi, parce que des fois, des jeunes familles, on a le travail, la routine, le jeune enfant qui est à la maison qui prend tout notre temps, puis c'est normal, c'est important de créer ce cocon-là. Et on s'isole un petit peu de partager tout ce monde-là. aussi. On peut partager... c'est un moment d'échange. C'est sain pour notre santé mentale et physique d'aller dehors. Donc, c'est ça l'idée. Écoute, David, Bernard, tu me donnes le goût, mais bon, écoute, c'est sûr que 0 à 5 ans, il faudrait que je me trouve un petit à amener pour ton activité. En terminant, David, dis-moi où on peut vous rejoindre, où on peut faire des réservations, savoir les camps que vous offrez, y a-tu des dates? On a notre site Internet. OK. Pour les petits aventuriers de nature, on a vraiment 2 dates qui s'en viennent ce dimanche-là, puis le dimanche prochain. OK. Donc, on a je regarde ma feuille, je m'excuse. Oui, bien sûr. Le 19 mars, on va être à Clermont, parcours des Berges, se promener. OK. Donc là, il faut nous appeler. Sur notre site web, gueb.qc.ca, il y a nos coordonnées pour le bureau de Charlevoix. Vous nous appelez, vous réservez vos dates pour venir jouer avec vos petits cocos à Clermont. Puis le 26, ça va être du côté de Baie-Saint-Paul. Donc là aussi, vous nous appelez. Puis sur notre site web, il y a évidemment toutes nos informations sur toutes nos programmations qui s'en viennent cet été. Puis on a les réseaux sociaux, évidemment, aussi. Merci beaucoup, M. David Bernard. Vous avez piqué ma curiosité. C'est un plaisir. Merci beaucoup. On a-tu assez une belle émission? Cabane à sucre, un petit virée à la fac, un petit bout avec le groupe GEP en randonnée. Ah, ça a été formidable. Je vous donne rendez-vous. Je vous dis à bientôt.